Salam, salam la famille, vendredi foot, comme d'habitude, on revient un peu sur tout ce qui s'est passé dans la semaine et on a une semaine foot exceptionnelle. Hein. C'était les demi-finales de la Ligue des Champions où, avec mon ami Medoun, on avait fait une vidéo pour pronostiquer et il a eu la vision. Il avait dit, boy, moi je vois bien un match où Inter va te mettre 2-0 et tu vas remonter. Et c'est notre seul Bendom de ce vendredi. Il a eu la vision, il a eu la lumière. Maintenant, Robert, est-ce que je serai milliardaire? Voilà, je sais même pas. Voilà, tu sais. Je sais même pas ce que je vais manger demain matin. Voilà, tu sais. On peut pas avoir un match comme ça aussi facilement à 2-0. Même moi, j'y croyais plus. Il y a que Lamine Yamal Mohamedo qui y croyait. Ouais, c'est une folie. Non, c'était une évidence. C'est une folie. Mais alors, sinon, toi, déjà, le match du Paris Saint-Germain, toi, en tant que supporter, comment tu l'as vécu? Je sais pas, je suis un peu, comment dire, en demi-teinte. En fait, je suis dans un sens, je dis, on aurait dû gagner 2-0, voire 3-0. Dans un autre sens, je dis non. Ça aurait pu être 2-1, 3-1, 2-2. Parce que, genre, ils ont eu des occasions, on a eu des occasions. Ouais, Martinelli en fin de première mi-temps. Maintenant, la différence, c'est que leurs occasions, c'est notre gardien qui l'a sorti. Nous, nos occasions, c'est nous qui les avons ratés. Après, il y a le penalty qui me fait toujours mal au cœur. Il y a Timber qui termine le match. C'est ça. Après, si on gagne 2-0, je pense que on donne un motif de motivation à Arsenal pour le match retour. Ouais. Mais si on gagne 1-0, nous, on garde je veux dire, même à 2-0, on aurait gardé une motivation, mais je veux dire, un match que tu reprends au match retour à 1-0, j'imagine. Bah, tu gardes toujours l'attention. Tu peux pas prendre de haut l'adversaire. Okay. Tu es forcé d'être concentré, quoi. Sur en fait, tu veux pas qu'il t'arrive la même chose qui t'est arrivé contre Villa. Dès qu'il y a 2 buts d'écart, tu vois, tu te dis à l'aise, quoi. Culture de l'instant, les gens disent le Paris Saint-Germain a écrasé Arsenal. Il n'y aura rien au retour. Et c'est tout ce qu'il faut. Toutes les conditions réunies pour te faire remonter. Mais à 1-0, voilà, t'es encore. Mais les supporters du Paris Saint-Germain, boy, qui vient à l'Emirates, qui mettent cette ambiance de fou, boy. On n'entend que. Mais on avait déjà fait ça en match de championnat. Paris fait ça partout. Sérieux? Paris, ils ont fait ça à Anfield. Ils ont fait ça à... C'est les ultras, les boys Montmartre. Ils ont fait ça, la clique à Montmartre, là, ils ont fait ça à Anfield. Ils avaient fait ça à l'Emirates en phase de poule. Je pense qu'il y avait un gros stade où on avait fait ça aussi. En fait, les ultras. C'était pas PSV Eindhoven? Contre PSV Eindhoven? Non, mais c'était chez vous, ça? Eindhoven, c'était chez nous. C'était l'année passée. Il y avait un stade. C'est pas Dortmund? Oui, mais non, Dortmund, c'est difficile de faire ça. Ou Dina Park, c'est autre chose. Oui, c'était quand on était parti à Newcastle. Oui. Malgré l'ambiance et qu'on perdait 4-1, ils chantaient. Voilà, c'était ça. Après, c'est là où, ça, c'est un truc classique des ultras. C'est un truc de fou, quoi. Mais c'est vrai, on a vu beaucoup de décisions assez bizarres ce match-là. Timber, déjà, le penalty qui n'est pas sifflé. Moi, je sais même pas pourquoi la VAR n'appelle pas l'arbitre. C'était assez flagrant pour moi. Et après, comme tu dis, après, Donnarumma, il a été exceptionnel, surtout en fin de match. Il a beaucoup sorti. Et tu as surtout en première mi-temps aussi Juan Neves, la balle là où il empêche Merino de le mettre au fond. C'est une folie. Mais encore une fois, moi, j'avais pronostiqué quoi? 2-1 ou 3-1. Parce que très sérieusement, même si c'était à l'Emirates, moi, je voyais bien le Paris Saint-Germain avec un meilleur football, un meilleur collectif et tout ça. Pourquoi? Parce que récemment, ils sont sur une forme. Mais encore une fois, la fin de match, avec Dembélé qui prend ce petit coup-là. Tu vois, là, on dit par exemple qu'on va le surveiller petit à petit pour voir s'il joue le match retour. Mais Dembélé, on sait que quand il est un tout petit peu juste, c'est que c'est risqué, quoi. Oui, après, moi, pour revenir sur Timber, c'est même pas... En soi, c'est même pas le penalty qui me fait mal. Moi, c'est le fait que Timber n'ait pas de carton du match. C'est ça qui me fait mal. Alors que Timber, il enchaîne 3 fautes sur Vara, dont 2 où il touche la balle avec la main. Il y a un cas là avec comment il s'appelle encore, Nuno Mendes. Il y a l'action du penalty. Je veux dire, Hakimi, il fait une faute en transition, il a son carton. Saka aussi. Tu vois, Timber. Non, Saka, c'était plus par rapport à la faute qu'il fait sur nous. C'est même pas une faute pour moi. C'est pas ça la faute. Même, je pense que Saka, il a pris le carton plus pour le fait qu'il a tapé la balle, la balle après. Mais Timber, il enlève 2 contre, 3 contre, il y a rien. Hakimi fait ça une fois, il a son carton. Là, si jamais au retour, on parvient à se qualifier, Hakimi, je suis quasiment sûr qu'il n'a pas joué la finale.
J'en suis quasiment sûr. Tu penses qu'il va prendre un jour? Ah, j'en suis presque sûr. Je sais pas pourquoi, je sens. Il est trop con, en fait. La manière dont il joue. À moins que le scénario du match soit un scénario où on arrive à marquer tôt, il n'y a pas trop le feu. Mais si c'est un match, genre, ça va dans je sais pas. Attention, parce qu'il y aura Partey cette fois. Et en plus, ça, c'est l'autre élément. Partey qui arrive, ça va changer beaucoup de choses. Et par contre, l'absence de Dembélé, je suis pas sûr, parce qu'il s'est pas entraîné aujourd'hui. Et ils ont dit qu'il a un truc aussi ischio, un truc comme ça, et qu'ils espèrent qu'il revienne mercredi. Donc, mercredi, c'est quand même loin, c'est dans 4-5 jours. Mais moi-même, dans un monde où Dembélé joue pas, ça me dérange pas. Dembélé, il peut même ne pas démarrer le match, ça me dérange pas. En vrai. Pour moi, Dembélé, s'il démarre pas, c'est Désiré Doué qui va interpréter son rôle. Quand il est sorti, c'est Désiré Doué qui est venu à l'intérieur, et en soi, c'est peut-être l'une des plus grosses forces du Paris Saint-Germain. Dembélé, s'il est pas là, ok, bien sûr, c'est Dembélé. Ça va nous manquer. Mais c'est pas à l'époque où Kylian Mbappé ne joue pas, le monde s'arrête. On va regarder chaque jour. Est-ce qu'il marche? Le jour du match, à 17h, on va commencer à le filmer. Pendant l'échauffement, s'il court bien ou il court pas bien, là, on s'en fout. La Dembélé, c'est pas lui le nombril, voilà, quoi. Exactement. Il interprète un rôle, on sait en quoi consiste son rôle. Vara peut l'interpréter. Et Désiré Doué peut l'interpréter. Comme on peut très bien jouer avec Gonzalo Ramos. Parce que Gonzalo Ramos, il y a un truc aussi dans son entrée de la semaine passée. C'est que, tu vois, Dembélé, il fait des courses défensives. Gonzalo Ramos en fait plus que lui. Gonzalo Ramos est plus intelligent dans le placement défensif. Et donc, du coup, si on va dans un match où on doit subir, etc., bah, t'as ton Gonzalo Ramos qui est là, qui peut très bien jouer titulaire. Mais avec Ramos, est-ce que tu as toujours ce joueur-là qui va venir à l'intérieur du jeu? Tu vas créer le surnom. Justement, c'est là où Paris. C'est pour ça que je dis, Enrique, c'est quelqu'un. On a deux façons de sortir la balle. Il y a une façon où on sort la balle avec Dembélé qui trouve l'espace libre dans le milieu avec les faux appels. Les jeux sans ballon, mais qui est très risqué. Et il y a beaucoup de pertes de balles sur ces phases de jeu. On en avait parlé. Voilà. Et il y a un deuxième circuit, c'est quand Gonzalo Ramos est là. Quand Gonzalo Ramos est là, c'est plutôt un jeu, comme ça ressemble un peu au jeu de l'Inter, où on joue plutôt en ballon long avec lui. Et il est très bon en ballon long. Et ça change un peu aussi les seconds ballons. Exactement. Donc, en soi, Gonzalo ne va pas amener les mêmes forces que Dembélé, mais il ramène une nouveauté que peut-être Arteta aussi n'a pas pris en compte. Mais avec Saka, ça sera une bonne idée, au fait. Saka, exactement. Avec Partey. Avec Partey, exactement. Donc, t'inquiète pas que, moi, c'est soit je verrai Désiré Doué jouer ce rôle-là ou Gonzalo Ramos titulaire. Aucun des deux ne me choquera. Tu vois. Et Gonzalo Ramos aussi, il a une autre particularité. C'est que lui, quand il est là, Arsenal va devoir prendre en compte la surface. Parce que lui, il a sa présence dans la surface. Le match précédent, un appel, un face-à-face. C'est lui qui donne aussi le face-à-face à Barcola. Tu vois, il a fait la petite passe, il a fait son entrée. Il était hors jeu Barcola, mais c'était bien. Voilà, il aurait pu avoir une passe décisive et un but. Un but, facilement en fin de match. Voilà. Et si ça, c'est bien, quoi. T'as ton équipe, tu te dis, il y a un gars qui manque, c'est le gars phare de l'équipe qui manque, et pourtant tu as des solutions. Et ça change. Je pense que n'importe quel supporter parisien, il doit être content que maintenant on soit plus une équipe qui s'accroche à un seul joueur. S'il est pas là, on est foutu. Non, c'est plus trop ça, quoi. C'est vrai. Donc là, on a parlé de Paris Saint-Germain. Arsenal, on a parlé du fait que Partey n'était pas là. On sait que c'était décisif. Maintenant, le retour, on sait que Partey sera de retour. Mais est-ce que Martinelli sera beaucoup plus clinique maintenant, quoi? C'est ça la question. Moi, je me demande, est-ce que Martinelli va jouer le retour? Je sais pas. Peut-être Trossard à gauche, peut-être? Trossard à gauche et refaire avancer Merino. Je sais pas. Mais, par exemple, si Arsenal avait gagné ce match, ou bien si on était parti dans une situation de nul, peut-être j'aurais imaginé Martinelli titulaire. Mais là, ils vont venir au parc. Et Paris leur a montré qu'ils savent jouer le bloc médian que je t'avais dit, surtout vers la fin du match. Attention, franchement, je sais pas ce que ça va. Non, c'est pas évident. Maintenant, par rapport à ce match retour-là, on sait qu'entre ces deux matchs, il y a surtout les matchs en championnat. Pour le Paris Saint-Germain, on parle plus d'invincibilité depuis le match contre Nice, les 3-1. Mais il y a Arsenal. Arsenal, même si Liverpool a déjà pris le titre, c'est pas évident parce qu'il joue Bournemouth. Bournemouth, on sait que c'est une équipe hyper chiante. Ces boys de Irola, c'est des boys, laisse tomber. Et Bournemouth avait battu Arsenal à l'aller, je crois, quand Gabriel prenait ce carton rouge-là. C'est ça. Du coup, ils vont pas trop tourner parce que naturellement, ils sont pas très à l'abri actuellement en championnat. Même s'ils auront l'avantage d'avoir 6 équipes qui seront en Ligue des Champions peut-être. Est-ce que vraiment Arsenal va prendre le risque de tourner presque tout l'effectif, tu vois?
Moi, je pense, en tout cas, j'aurais été coach d'Arsenal, j'aurais fait tourner sans Tu problème. mets Sterling, tu mets les boys noirs nérés. Ouais, je m'en fous parce qu'en fait, le pire qui puisse arriver à Arsenal, c'est de finir 3e. C'est vrai. Ça change rien. Bah, même 6e, c'est bon. Ça fait 3 ans qu'ils sont 2e. Tranquille. Être 3e, je pense qu'ils vont s'en foutre. Et puis même, ils ont 5 points d'avance sur City. Ouais. Donc Ils voilà. peuvent se permettre sur un match ou quoi? Sur un match. Moi, je pense qu'ils peuvent se permettre. Et après, ils vont faire tourner. Bon, j'imagine, hein, ils feront tourner pour garder toute la lucidité qu'il faut. Ouais. Moi, tout ce que je surveille à Arsenal, c'est la situation de Timber. Est-ce que Timber est blessé ou pas? Ça. Ouais, ça a sorti, au fait. En fait, il faut savoir que Timber, depuis le match contre le Real, tu vois, il est comme ça, quoi. Oui. Tu vois, un peu. Moi, franchement, si Timber joue pas le retour. Depuis le match contre Real, tu sens que c'est un Timber qui se force un peu, qui se repose comme il peut en championnat. S'il joue pas le match retour, moi, Ben White va être bon offensivement, mais Ben White, c'est pas Timber défensivement. Non, c'est pas la même chose, c'est pas le même rapport. J'espère qu'il jouera pas. Non. Là, les Parisiens, vous êtes pas assez. Mais maintenant, toi, tu as peut-être le luxe maintenant, en championnat, de pouvoir tourner comme tu veux. Tu peux mettre l'équipe C. Oui, j'entends les gens dire qu'ils vont mettre l'équipe C et tout. Après, bon, je sais pas si vraiment... Si le match était à Paris, je pense qu'il aurait fait jouer, il aurait amené tous ses titulaires et il les aurait fait jouer pour garder le rythme. Et vu que c'est un déplacement à Strasbourg, en plus le stade de la Méno, là, c'est un stade compliqué. Et les Strasbourgeois, ils sont chiants. Ils vont vraiment mettre un match de folie, c'est pas leur problème. Et ils vont chercher le privilège d'être la deuxième équipe à avoir battu Paris en championnat. Après Nice, ouais. Tu vois. Donc eux, ils vont ramener un gros match. Donc, je sais pas si Luis Enrique va mettre le 11 type. Peut-être qu'il va faire tourner si ça se trouve. Mais, attention, le Paris Saint-Germain qui tourne, je te dis, c'est quoi? C'est Safonov, très bon. C'est Beraldo, c'est Lucas Hernandez, c'est Kimpembe, c'est comment il s'appelle encore? Warren, c'est Kangin Lee, c'est Gonzalo Ramos, c'est Ibrahim Mbaye, Seyni Mayoulou. Ouais. Même cette équipe remaniée là, elle est 3 fois au-dessus de Strasbourg. Elle est forte. Donc, ouais. Je pense tranquille. Du coup, là, ça, c'est le match du PSG et le match où tu as eu la vision maintenant, Barça-Inter. Oui, attends, déjà, le but de Marcus Thuram. Marcus Thuram, déjà, personne ne le voit titulaire. Il s'était pas entraîné, tu vois. Il attend la veille du match pour s'entraîner. Et le gars, il vient, même pas 1 minute de jeu, il nous fait une majeure. Il met un vrai but. Après, ce qui est bien, il met le but qu'on avait à peu près dit. C'est le piston qui va prendre l'espace dans le dos. On avait parlé de ça. Les deux pistons qui vont prendre l'espace dans le dos. Ensuite, il a une un vrai éclair de génie, quoi. Parce que la majeure, tu l'attends pas. En plus, moi, le pire, c'est que j'ai vu le but sur la notif. Tu vois, moi, j'avais pas encore ouvert le match. J'étais au bureau, je regarde, tac, je dis 1-0. Première minute. Déjà. J'ouvre, je vois la matière. Ok. Il y a la glissade de Inigo Martinez. Inigo Martinez qui glisse. Ouais, tu vois, là, c'est ça. Et après, tu vois le Barça qui domine. Le Barça qui domine. Qui est dominant, qui a ses occasions et tout. Et ensuite, il se passe quoi? Ce qu'on avait dit. Inter plus fort que tout le monde sur les coups de pied arrêtés. Combinaison, remise, reprise. Corner sortant. C'est ça. Déviation. Tu as Acerbi qui dévie. Reprise de Dumfries. De Dumfries, boy. Quel ciseau, boy. Quelle reprise. Dumfries qui joue, comme je le disais, 20 minutes comme ça contre la Roma. Le match où l'Inter perd. Qui perdrait. Et hop, il te fait 90 minutes de géant, boy. Il était partout. Dumfries. Et après, en fait, ce qui m'a le plus maintenant. Attends, il a joué tout le match. Darmian ne l'a pas remplacé ou bien? Je pense, il a joué tout le match, je pense. Parce que j'ai vu Darmian dans le match. Maintenant, je suis pas sûr. Je pense qu'il a joué tout le match. Mais c'est comment? Parce qu'il a un but, 2 buts, une passe décisive. 2 buts, une passe. Et il aurait pu avoir 2 buts, 2 passes décisives. Ouais, parce que le but refusé, c'est lui qui fait la passe. C'est lui qui fait la passe à Mkhitaryan. Tu vois un peu, et non, c'était vraiment. Et après les 2-0, maintenant, tu as Lamine Yamal qui se dit, ok, ça c'est mon match. C'est mon match. Le gars, on pensait même qu'il n'allait pas débuter le match. C'est ça. On pensait qu'il n'allait pas jouer. C'est vrai, et au début, il se touchait les adducteurs, les gens ont dit, bon, Yamal, peut-être qu'il va pas jouer. Il est rentré, peut-être il va pas jouer, peut-être c'est Firmino qui va le remplacer, et hop, tu as Yamal non seulement qui démarre le match, mais qui dit donnez-moi la balle maintenant. Mais Yamal quand même, il fait un match stratosphérique, c'est-à-dire déjà dans les intentions, c'est-à-dire chaque fois qu'il a la balle, déjà tu vois dans le jeu,
dès que la balle, il y a un changement de côté, tu le vois en train de demander la balle, donnez-moi. Tu sens que genre le gars, il veut prendre les choses en main. Ensuite, quand tu lui donnes la balle, mais il est tout le temps progressif. Et chaque touche de balle, c'est une élimination. Le but qu'il met, c'est une folie. Non, mais le duel déjà avec Marcus Thuram, tu vois un peu. Ouais. Et puis l'action d'après où il enlève sur un crochet, il met sur la barre. Notre pote. Il touche 2 fois la barre dans le match. Ouais. Non, Yamal, c'était c'était la lumière du match, en fait. Genre, tu regardes le match, il y a 21 joueurs, et il y a Lamine Yamal. Voilà. Et le gars, c'est le plus petit du terrain. C'est peut-être le plus petit du stade. Voilà. C'est surtout l'action dont tu parles. C'est l'action où il amène Di Marco jusqu'à la ligne. C'est ça, et il crochette. Après, il met sur la barre. Et là, tu attends la passe à rentrer. Hein, et il la met super fort. En plus, c'est Sommer qui dévie un peu. Oui, Sommer, il touche pas la balle. Sinon, c'est un peu. Tu as raison. Dumfries, il est sorti à la 81e. Oui, c'est ça, parce que je me rappelle avoir vu Darmian. C'est Darmian qui est rentré après à la 81e. Je me rappelle avoir vu Darmian. Et là, boy, 2-1, le match qui change un peu. Le Barça qui prend encore une fois l'ascendant. Tu vois, tranquille. Et hop, encore sa coulisse. On était à gauche. On coulisse, on passe par Kobarsi, après Pedri, qui voit Bissek avec sa taille, mais qui voit surtout Rafinha derrière. Ouais. Il dose très bien la balle pour qu'il lance. Un cadeau. Et Rafinha a aussi fait un autre cadeau. Non. Et Ferran qui a le mérite d'être là. Qui s'arrête pas. Qui a le mérite d'être bien présent. Bien la balle. Avant ça, Ferran, il avait une belle chance aussi parce qu'il y a Lamine qui l'avait trouvé. Si. Quand il tire fort là. Ouais, quand il tire fort et que les défenseurs s'étaient couchés devant lui. Mais 2-2, le match non seulement... C'est vrai, à ce moment, 2-2, je suis en train de me dire, ouais, il faut que le match finisse comme ça, j'ai le bon... Tu vois, j'ai trouvé le bon score pour Paris, j'ai trouvé le bon score pour Inter. Allez, arbitre, arrête le match. mais en réalité, comme je disais, l'idée, c'était pas d'avoir le bon score, mais l'idée, c'était de dire que ce sera un match ouvert. Contrairement à ce que, tu vois, je te dis, contrairement à ce que les gens pensent, l'Inter n'est pas si fort que ça défensivement. L'Inter, c'est plus une équipe qui a l'habitude de jouer. Et je trouve qu'ils ont même joué contre nature. Mais je pense qu'ils ont pas joué contre nature, ils étaient contraints de jouer comme ils l'ont fait. Le contre-pressing du Barça était vraiment très solide. Et donc, du coup, il y avait quoi? Au bout de 30 minutes de jeu, il y avait 4 buts déjà dans le match. Ce qui n'a rien à voir avec le match de la veille où il y avait un but sur l'ensemble des matchs. Et après, là, j'étais en train de me poser la question, mais c'est quoi la suite, en fait? À 2-2, ok. L'Inter a mené. L'Inter s'est peut-être vu même en finale de Ligue des Champions. Avant la mi-temps, l'Inter s'est revu dans le vrai. C'est quoi la suite? Tu vois? Déjà, après, avant la fin de la première mi-temps, tu as Koundé qui sort. C'est ça. Bien sûr. Ouais. Donc, le match, les prolongations contre le Real, ça l'a vraiment tué. Il te met ce but qui te sauve, mais tu avais compris qu'avec l'enchaînement des matchs, ça allait être chaud. Tu as Lautaro aussi qui a failli sortir. On savait déjà que c'était compliqué pour lui. Et tu as après Araujo. Tu as ce changement-là d'Araujo qui vient. Et on joue avec 4 défenseurs centraux. Je le disais hier quand je débriefais le match, je disais, ça, c'est ce que les entraîneurs qui n'aiment pas prendre de but sur CPA, ils font. C'est ça. Jouer avec 4 centraux, parce que avec les 4 centraux d'habitude, tu as pas mal de taille. Et on a cette configuration avec Eric Garcia qui vient à droite. Eric Garcia, il avait joué notre match récent contre Mallorca, mais elle était top. Il le fait bien. Et puis comme je t'avais dit, l'équilibre des charges au Barça, là, t'as senti que la charge du côté gauche était vraiment déséquilibrée. Martin n'a pas apporté grand chose. Et même Inigo, quand il joue comme étant latéral, défensivement, ça va. Mais offensivement, c'est le néant. Et donc, du coup, c'est ça qui me fait un peu bizarre, c'est que le Barça a joué contre l'Inter en attaquant d'un seul côté. Et le Barça a mis 3 buts. Et Yamal a géré. Et donc, Balde, s'il revient, je sais pas ce que ça va donner, mais lui, de l'autre côté, il peut être ultra dangereux. Et pour moi, comme tu l'as déjà dit, je trouve que Eric Garcia, ce sera pas très mauvais par rapport à Koundé, parce que Eric Garcia s'est joué le poste là. Il a fait pas mal de fois. Et Eric Garcia, ce qu'il a à faire, parce que dans le profil de Koundé, ce qu'il avait à apporter, lui, c'était la sécurité défensive derrière Yamal. Genre, juste le mettre dans les conditions, apporter de temps en temps le surnombre, mais surtout, apporter la sécurité défensive. Et dans ce sens, Eric Garcia peut bien interpréter. Par contre, ce que Balde apporte à gauche, il y a personne qui peut l'apporter à part Balde. Et là, l'absence de Balde, c'est quelque chose. Et aussi, on disait que l'absence de Balde est plus importante que celle de Lewandowski. On voit que d'un point de vue but, le Barça est dans ses standards. Tu vois, le Barça est vraiment toujours dans ses standards. Le Barça met ses buts, etc. Rafinha aussi fait quand même un très bon match. Surtout comparé à son classico qui était extraordinairement nul. Alors, Rafinha avait fait un classico de merde. Mais là, sur contre l'Inter, il a quand même assez bien joué.
Non, mais si, Rafinha, je le disais hier en débriefant le match, je m'attendais à plus de Rafinha, surtout en première période, mais en deuxième mi-temps, il a vraiment évolué, on va dire, son jeu. C'est peut-être Dani Olmo, moi, qui m'a le plus déçu dans ce match. Et Dani Olmo, il a pas seulement déçu dans le jeu, Dani Olmo est responsable sur les 2 corners. Après, il faut regarder les corners. C'est lui qui n'est pas au marquage. Et j'ai l'impression, je sais pas, c'est peut-être sur le corner, il pense déjà au contre. Mais tu verras après qu'il est responsable sur les 2 corners, au niveau du marquage. Moi, je pense le premier but, le ciseau là de Dumfries, ce qui me fait le plus mal, c'est qu'Acerbi, il fait une faute sur Gérard Martin. Acerbi, il lui tire le maillot. Carrément. Tu vois, et c'est Gérard Martin qui était au duel avec Acerbi. Acerbi, il lui tire le maillot carrément. Du coup, Gérard Martin, il peut pas étendre. Il peut pas monter. Tu vois, il peut pas étendre son corps comme il le veut. Mais voilà, quoi. Ça me fait très mal. Revois le marquage individuel de Dumfries. Je pense que c'est le marquage à truc. Je vais truc. Et après, tu as surtout après maintenant, Taremi qui vient à la place de Lautaro à la deuxième mi-temps. Ouais. Et on a un match qui, malgré l'entrée d'Araujo, malgré toute cette configuration-là en défense, on prend encore un autre but sur coup de pied arrêté. Et c'est ce que je te dis, ce deuxième corner-là, c'est encore le marquage de Dani Olmo. Qui n'est pas vraiment sérieux sur Dumfries. Et je te disais en plus, Dumfries, il est pas petit. Dans le match ça, je disais que ils ont de la taille et Dumfries n'est pas très petit. Et voilà, Dumfries, il met deux buts sur corner. 2 buts sur corner. Ouais. Et là, encore une fois, coup pour coup, après on a un corner, Dani Olmo qui tire, Lamine qui laisse passer entre les jambes, et tu as Rafinha qui surgit nulle part. En plus, son but, ça me rappelle le but de Valverde contre Naples. Valverde avait une fois mis un but comme ça contre Naples. Mais attends, c'est pas l'année dernière. C'était l'année dernière. C'est l'année dernière. Le match où Bellingham il met un but magnifique aussi. Exactement. Bellingham il met le premier but où il met 2 crochets. Valverde il met un but comme ça là. C'est vrai. Exactement le même style sur la barre, le gardien et ça rentre. Et ce genre de but là, pour moi, ça doit pas être des CC, boy. Ouais, mais ouais. C'est de Sommer comment? Ouais, franchement, les frappes là sont extraordinaires, mais bon, après, ça reste, c'est de comment. Donc, 3-3, et là, après, tu as encore l'Inter, boy, qui met un autre but. Et encore une fois, on en avait parlé, quoi. Tu vois, encore sur le côté. C'est le même scénario. Encore, ils étaient hors jeu à la base, parce que hier, j'ai un ami qui me dit, mais, parce que bon, après, il a vu le GCB automatique, la capture. Il dit donc, l'arbitre, quand il tirait au jeu, il avait vu la semelle là. Il a vu ça. Je dis non, mais à la base, c'est qu'ils étaient déjà hors de jeu Mkhitaryan et un ou deux autres joueurs. Tu vois, ils étaient déjà. Mais, on va dire, le challenge à ce moment-là, c'est d'être sûr et certain que tu es à la limite. C'est bon, quoi. C'est ça. Et boy, là, tu as cette passe magnifique de Dumfries. Ouais. Dumfries, tu vois, qui enle bien. Déjà, il fait déjà cette passe avant le but, le deuxième but qu'il marque. Araujo sort la balle. Il avait déjà cette situation. En plus, il retrouve encore cette situation. Cette fois, il le met bien. Après, il y a hors-jeu. Après, j'ai vu plein de gens se plaindre que c'est pas hors-jeu, il y a la main qui déborde, etc. Et j'ai entendu plein de trucs. Et j'ai entendu ça des gens d'Inter-Real. Tu sais, l'Inter de Madrid. Ouais, c'est l'équipe qui joue hier. Voilà, l'équipe d'hier, là, Inter de Madrid. Voilà. Et je tiens à rappeler aux supporters d'Inter de Madrid. C'est à vous. Que quand Julian Alvarez a mis le penalty, double contact, que personne n'a encore la preuve qu'il y avait double contact, que vous êtes tous sortis, vous avez dit c'est le règlement. Il faut appliquer le règlement. Le règlement vous a qualifié. Hier, le hors-jeu là, la main est devant, mais le pied est devant. Et la main ne marque pas. Et ça, c'est quoi? Le règlement qu'il a dit. Donc, quand vous aviez pleuré sur le règlement hier là, aujourd'hui, pleurez sur le règlement aussi. Mais ne changez pas d'avis en disant, ouais, l'Inter a gagné. Mais tu sais, il y en a qui ont dit sur Twitter, il faut appliquer la règle Arsène Wenger. Qui dit qu'il faut que tout le corps soit hors-jeu. Oui. Tu te rends compte? Oui, je les comprends bien parce que, effectivement, si on avait appliqué la règle Arsène Wenger là, c'est vrai que, tu te rappelles le match le plus légendaire pour eux là, dans la saison 2022 quand ils ont remonté Paris? Si on avait appliqué cette règle là, Mbappé aurait mis 3 buts. Parce qu'on lui a refusé 2 buts ce match là. Si on applique cette règle là. Attends, si on avait appliqué cette règle Arsène Wenger là, il serait foutu, hein. Non, mais. Il serait foutu sur plein de matchs. Non, mais en plus, ça va les arranger dans le sens où, tu te rappelles le match contre Bayern, c'était quoi? 2017-2018? Oui, le match. Non, c'était la saison 2016-2017. 2016-2017. Quand Ronaldo met 2 buts au dans le même match. Oui. On va plus leur dire vous avez volé. Ils vont dire la règle est venue après, mais l'esprit était déjà là. Et après, tu vas retourner aussi à la finale 2016 quand Ramos met la tête. C'est vrai, la règle n'était pas là, mais l'esprit était déjà là. Ils vont dire la VAR a gâté le football, mais la VAR a sauvé le football. Il y a tellement de buts. Non, mais attends, regardez maintenant. Le but qu'on refuse à Mkhitaryan hier,
combien de jours l'ont mis et que c'est passé crème. Pour vous dire comment c'était facile avant de tromper les gens. Parce qu'avant, nous, on avait les ralentis. Tu te rappelles? Il n'y avait pas la VAR. Quand on voit les ralentis, nous, on sait qu'il n'y a pas but. On sait qu'il y a hors-jeu. Mais c'est déjà passé. Tu ne peux rien faire. Donc, les gens se disaient, mais il faut qu'on fasse comme au football américain. Il nous faut des vidéos, il nous faut trucs. Et on l'a fait. Maintenant, on dit ça a gâté le football. Un truc qui permet de démontrer que réellement... Moi franchement... C'est une folie. Mais c'est un truc de supporter. Pour tout ce qui est binaire, là, c'est hors-jeu ou c'est pas hors-jeu, c'est but ou c'est pas but, pour moi, la VAR est bien. C'est binaire. Maintenant, après, sur les questions d'interprétation, la question de erreur manifeste, ça, on peut discuter sur ça. Mais les éléments binaires, il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Tu veux quoi? Il y a hors-jeu. S'il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Qu'est-ce que facilement. Mais maintenant, côté calendrier, on va dire, bon, on va pas parler de ceux qui ont survolé le match. On sait que Dumfries, il a survolé le match. Lamine Yamal, après, imagine, tu as Inzaghi qui te dit, j'ai été obligé de mettre 3 joueurs sur ce boy-là. 3 joueurs sur ce boy-là. Il a été obligé de sortir Di Marco qui n'en pouvait plus. Tu sais, à la mi-temps, il s'est dit, tu es un gars ici, quoi. Je veux pas te mettre la honte en sortant direct à la mi-temps, tu vois. Donc, rentre, mais après, tu vas sortir, quoi. Mais si au retour, si Baldé joue le retour, s'ils remettent 3 joueurs sur Yamal, c'est foutu. Les changements d'ailes vont leur coûter très cher. C'est foutu. Faudra qu'ils fassent très attention. Parce que là, tu libères le côté, et là, c'est autre chose. Faudra qu'ils fassent bien attention à ça. Du coup, là, par contre, sur cette confrontation-là, au retour, ça sera un peu compliqué, parce que là, tu as l'Inter. Il n'y a que 3 points de différence entre eux et Naples, là, tu vois. Et ils vont jouer Hellas Vérone. Samedi, heureusement, toutes les équipes qui jouent la Ligue des Champions, ils jouent samedi. Ils vont jouer Hellas Vérone samedi et le Barça va jouer Real Valladolid le dernier. Le Barça peut se permettre, ils ont plus la latitude de tourner que Inter, on va dire. Et Inter, je ne sais même pas à cette étape de la compétition, des 2 compétitions, s'ils peuvent se permettre de dire je sacrifie le championnat. Ce serait risqué. Donc tu vas devoir mettre les joueurs, par exemple, Augusto qui est venu après à la place de Di Marco. Je me dis qu'Augusto, il aurait peut-être dû démarrer le match. Maintenant, tu mets Augusto, c'est que défensivement, tu te renforces, mais offensivement, tu te sacrifies un tout petit peu parce que c'est pas le même apport. Tu as un peu. Mais si tu mets Augusto titulaire contre Hellas Vérone, tu auras sûrement besoin de lui aussi contre le Barça, qu'il soit à 100%. C'est ça. Mais après, je me dis que l'Inter aussi, ils ont une petite profondeur de banc. Et Hellas ne joue plus rien dans le championnat. Donc peut-être ça va pas être très très compliqué, mais bon, faut toujours faire attention avec les championnats italiens. Mais je sais que avec Stéphane De Vrij, avec Augusto qui est rentré la dernière fois, Matteo Darmian, ils ont de quoi mettre avec Fratesi, ils ont de quoi mettre un 109 et avoir de quoi gagner en tout cas Hellas Vérone. En tout cas. Mais en fait l'idée globale c'est que Naples a son destin en main et que l'Inter dépend de 2 mauvais résultats de Naples. Parce qu'en fait, c'est soit un mauvais résultat qui les ramène à égalité, ou bien un mauvais résultat de Naples avec lui qui marque plus de buts pour repasser devant au goal average. C'est vrai. Tu vois? Sinon, si c'est juste un mauvais résultat de Naples et eux ils gagnent, ils se retrouvent juste à hauteur de Naples. Tu vois, si Naples fait un nul, Naples est toujours premier. Et il reste 3-4 journées de championnat. Donc voilà. Quand tu me dis que l'Inter, est-ce qu'ils vont sacrifier le championnat? J'ai l'impression qu'actuellement, l'Inter, le tournoi dans lequel il est en meilleure posture, c'est la Ligue des Champions. Parce que là-bas, au moins, il est pas en retard. Mais le championnat, ça peut être très compliqué avec Naples qui joue aucun match. J'ai peur pour l'Inter qui fasse une saison blanche. Ils peuvent tout perdre cette semaine. Ils peuvent tout perdre en une semaine. Ouais, c'est pas évident. Mais du coup, on va faire un 11 combiné. On va dire meilleur 11 peut-être des 2 matchs. Des matchs allés, ok. Ouais, donc tranquille. On va essayer de tomber d'accord déjà. Même si on n'est pas d'accord, on sera d'accord de notre désaccord, quoi. Tranquille. Ok, d'accord. Maintenant, pour le gardien, moi, bon, de toute façon, Donnarumma, pour moi... Oui, c'est le seul qui a fait un clean sheet. Très sérieusement. Et il a fait 2 arrêts extraordinaires. L'arrêt sur Martinelli, l'arrêt sur Trossard après. C'est bon, on va pas débattre. Non, on va débattre. Donnarumma, on est d'accord. Donnarumma gardien, ok. Donnarumma gardien. Et après, on prend quelle formation déjà? Là, c'est quoi? On est en 4-3-3. C'est la meilleure formation à prendre pour moi. Ok, c'est bon. 4-3-3, parce qu'aujourd'hui, comment Merital, bon, les 3 ici, Inter, 3, ça me va. Tu comprends pourquoi? Donnarumma, tu l'as un peu en bas, si tu scrolles un peu. Donc, Donnarumma, voilà, il est là. Attention, j'ai pris Mendy. Donnarumma ici, ok. À droite, bon, Dumfries, il n'y a pas de débat. Ouais, je crois qu'on est d'accord. On va passer sur les joueurs où il n'y a pas de débat. Ok, si tu veux, on fait les joueurs sans débat. Sans débat déjà. Ok, moi je dirais Dumfries et Yamal. Dumfries, Yamal, il n'y a pas de débat. Ok. On peut garder Dumfries, on peut garder Yamal.
Yamal, on sait que tranquille. Qui d'autre où il n'y a pas de débat? Acerbi. Moi, je l'aurais pas mis dans mon 11. Pourquoi? Acerbi, je l'aurais pas mis dans mon 11. Moi, je pense que Bissek a fait un meilleur match que lui. Bissek, oui, il était pas mal à droite. Bissek, il était pas mal. Mais moi, personnellement. Je trouve que Bissek a fait un meilleur match. Mais Bissek, il avait qui comme client? Gérard Martin. Oui, après, il y avait Rafinha de son côté aussi. Rafinha qui jouait dessus. Après, si tu veux, on peut réfléchir à une paire. Mais moi, ma paire, c'était Bissek, Saliba. Saliba, juste pour le tacle qu'il fait sur Hakimi. Et le fait qu'il fasse aucune erreur également. Et puis aussi, il compensait beaucoup sur les erreurs de Cuillard. Je pense que c'est le seul. Parce que l'autre équipe, comment ça s'appelle encore, Inter et Barça, je peux pas sortir de défenseur là-bas. Pour moi, parce que un match où 2 défenseurs prennent 3 buts. Tu vas prendre les plus décisifs. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris Acerbi, peut-être. Je vois pas l'intérêt d'en prendre un là-bas. Et moi, je pensais prendre des défenseurs de Paris et de trucs, comment ça s'appelle encore, d'Arsenal, parce que c'est peut-être les équipes qui ont moins pris de buts. Et Marquinhos, pour moi, il fait pas un très bon match. Pacho peut faire beaucoup mieux. Donc, finalement, je prends aucun défenseur de Paris. Et donc, du coup, il me restait Saliba qui, à coup sûr, était Du coup, on part sur Acerbi, Saliba. Si tu veux, je te laisse Acerbi et je prends Saliba. Acerbi, Saliba, on est d'accord sur ça. Donc là, on part avec Acerbi. Et Saliba à droite, c'est vrai que Saliba, il fait un sacré match. Donc là, à gauche, pour moi, c'était aussi très facile. Pour moi, il y a personne devant Nuno Mendes. Ah ouais. Ça, pour ça. Parce que Di Marco, il sort à la mi-temps. Pourquoi on est d'accord, boy? Sa façon de gérer Saka. Je t'avais dit la dernière fois, je sais même pas si c'était une vidéo où on se parlait, genre, comment hier, quand on faisait le live sur TikTok, comment il faisait tout pour diminuer la distance très vite. Non, très vite, et puis aussi sur le but de Dembélé, c'est lui qui sort l'ouverture. Tu vois? Et moi, j'ai juste fait par élimination aussi. Martin, on n'a pas besoin d'en parler. Di Marco, il sort à la mi-temps et il reste en face Lewis Kelly. Voilà, Lewis Kelly fait un très très bon match, faut le dire. Mais du coup, moi, quand je regarde l'adversaire direct de Nuno Mendes, je trouve que l'adversaire direct était plus puissant. C'était Bukayo Saka. Il fait non seulement un bon match défensivement, et offensivement aussi, il fait de bonnes choses. Donc pour moi, c'était Nuno Mendes. C'est lui. Donc, autre joueur sans débat, c'est Vara, quoi. Oui, par contre quoi? Vara à gauche. Par contre, moi... Vara à gauche. Oui, je te dis pourquoi. Vas-y. Vu qu'on est dans un 4-3-3, et qu'il faut prendre quelqu'un à gauche, moi j'ai mis Rafinha. Pourquoi? Rafinha, il a une passe décisive, il a son but. Donc moi, j'ai pensé à ça, pendant que Vara, il a sa passe décisive. Tu vois? Après aussi, j'ai pensé à un autre truc, c'est que moi j'aurais mis en point Dembélé. Et pour moi, à l'attaque, Rafinha, Dembélé, Yamal, ça pète, quoi. J'ai trouvé ça sexy, quoi. Ça, on est d'accord si on était sur Foot Champ. Non, ça, je suis d'accord. Sur Foot Champ, j'ai trouvé ça sexy, quoi. Parce que après, là, le problème que tu vas te mettre, c'est qui tu vas prendre entre Dembélé et Rafinha. Mais attends, tu sais moi pourquoi je dis Vara? Parce que je suis parti juste sur le fait de me dire, ok, à gauche, qui a été le meilleur? À gauche, quoi. Ouais. En tant qu'ailier gauche. Toi, par exemple, tu étais tenté de mettre Bissek. Oui. Donc ça veut dire que peut-être Rafinha n'a pas trop fatigué Bissek selon toi. C'est vrai que en termes de cohérence, ok, d'accord, je suis d'accord. Ça, on est d'accord. C'est juste ça. Ce que tu as dit est plus cohérent. C'est juste ça, quoi. Vara, imaginez, Vara, en première mi-temps, il aurait pu. Non, je suis d'accord. Parce que je peux pas mettre Bissek et mettre Rafinha. Faire sa passe parce qu'il a fatigué Timber. Après, amener le penalty, déjà. Ouais, je suis d'accord. C'était après les retours défensifs qu'il faisait. Bien sûr, je suis d'accord. Donc là, on est d'accord. Donc ces 6 jours-là, déjà, on a quelques trucs. Maintenant, on va procéder par le milieu, au fait. Avant de monter plus haut. Déjà, je pense que c'est Vitinha qui a été homme du match contre Arsenal. Oui, mais comment c'était possible? Il était nul. Comment c'est possible de voir Vitinha en plus, il a failli nous vendre en fin de match. Même 2 fois. Vitinha, on est en fin de match. Arsenal, il joue sur les erreurs techniques qu'on fait. Donc, tu vois Nuno Mendes, tu vois Joao Neves. Dès que le ballon,
il est un peu intermittent. Il dégage loin pour ne pas avoir l'erreur technique. Rafinha, lui, il y a un ballon qui vient de 30 mètres au-dessus du sol. Il dit il va contrôler le ballon. Non, Vitinha, il est bizarre. Tu vois, il perd la balle sur l'action. Tu as Rice il attend juste l'erreur technique pour contrer. On a failli se prendre un but. Moi, je pense que déjà, Fabien Ruiz était meilleur que lui sur ce match. Fabien Ruiz avait très peu de déchets pour une fois. Et Fabien Ruiz, défensivement, était très bon. Donc, je vois même pas comment Vitinha a fait pour être l'homme du match. Moi, je l'aurais pas mis dans mon milieu de terrain. Autant parisien que je puisse être, je l'aurais pas mis dans mon milieu de terrain. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Pour ça, vraiment, je suis d'accord avec toi. Maintenant, donc, le milieu, on va dire Arsenal, Paris Saint-Germain. Toi, qui a été le meilleur au milieu? Moi, sur l'ensemble des deux matchs, bon, sur l'ensemble des deux équipes, pour moi, le milieu qui était le plus au niveau, c'était Declan Rice. Ok, ça, pour ça, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Declan Rice, il a bien remplacé Partey, même si dans la phase offensive, c'était pas Partey. C'est pas évident. Mais dans l'impact, dans les percées de balles, pour moi, oui, Declan Rice était celui qui m'a peut-être déçu, c'est peut-être Merino. Oui, Merino. Il retrouvait son rôle, je me disais, il allait peut-être être à l'aise, mais Odegaard, c'est encore pire. Odegaard, lui, on préfère ne même pas en parler. C'est encore pire. Et si on prend Rice là-bas, le milieu, j'ai pas envie de prendre quelqu'un d'autre là-bas. Si tu veux, je te propose un milieu. Vas-y. Moi, mon milieu, c'était Rice, Barella et Pedri. Et Pedri. Ouais, c'était ça. Parce que Barella, c'est... En fait, Pedri, naturellement, on peut pas faire ça. Sans mettre le meilleur joueur de la saison. Barella, c'est autre chose. J'ai pensé à Henrik, j'ai pensé à Akan, mais je pense que Barella avait une meilleure activité. Barella faisait beaucoup plus l'essuie-glace que les deux. Non, et Pedri fait un super match, donc. On est d'accord sur ça. Maintenant, le poste. L'attaquant de pointe. Le poste. Parce que là, tu vois, tu veux pas mettre Marcus Thuram, toi? Marcus Thuram, juste, je le mets pas. Il s'entraîne la veille. Parce qu'il a disparu après son but. Ouais, mais normal aussi. Et je le mets pas. Normal. Tu as Kobarsi qui fait un marquage énorme. Voilà, à cause du contenu dans la suite. Je le mets pas à cause de ça. Donc, on va procéder par élimination. Tu le mets pas pour ça. Je mets pas Thuram. De l'autre côté, tu mets pas Ferran Torres aussi. Ferran Torres, non. Parce que je trouve qu'il a pas assez. Il était bon. Il avait ses déplacements. Mais c'était pas le gars de la soirée. Ok. Donc, là-bas, Arsenal, par exemple, il y avait. Arsenal, il y avait Trossard, Martinelli. Ben, tu mets pas Trossard, naturellement. Paris Saint-Germain, Dembélé. Il reste Dembélé. Il reste Dembélé. Donc, tu as Dembélé là-bas et tu as Rafinha ici. Parce que Rafinha, tu le mets pas carrément comme ailier si tu veux. Parce que Rafinha, on sait que c'est un faux ailier. Il vient beaucoup plus à l'intérieur. Et il est efficace. Regarde le but où il le met. Regarde ce passe là. Tu vois. Donc là, tu as soit Dembélé ou tu as Rafinha. Maintenant, pour cohérence, c'est-à-dire pour dire réellement, celui qui a joué à ce poste. Ouais. C'est Dembélé. Ouais, j'aurais mis Dembélé. Donc, en fait, pour ça, je suis d'accord. Et c'est pour ça, moi, à la base, tu voulais mettre Rafinha à gauche. Non, tranquille. On va être très logique par rapport à juste mettre selon les postes. C'est bon. Donc, pour ça, on met Dembélé. Et là, du coup, on retrouve notre 11 peut-être des matchs allés. Tu vois, on est à ça. Pour moi, ça, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est un très bon 11. Avec le rythme où va tout ça actuellement avec les Coupes d'Europe et tout ça. Et tu vois qu'Arsenal, ils ont qu'un seul joueur. C'est peut-être des 4 équipes celle qui a le moins bien. Ouais. Bon, il y a Saliba aussi, il y a 2 joueurs. Mais c'est peut-être celle qui a le moins bien montré des choses intéressantes, tu vois, sur l'ensemble des 2 matchs. Et tu vois que les grosses occasions du Paris Saint-Germain, les 2 face-à-face qu'on a ratés, c'est des appels sur le côté de Cuillère. Et tu vois, et même l'action où Saliba vient sauver, c'était dans le dos encore de Cuillère et lui il vient couvrir. Encore. Donc quelque part si Arsenal perd 1-0, c'est peut-être aussi grâce à lui. On se retrouve avec 2 joueurs du Barça, on a 4 joueurs du PSG, tu vois, on a 2 joueurs d'Arsenal. 2 joueurs de l'Inter. Et on a 2 joueurs de l'Inter. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est assez équilibré. Hein. Oui, ça va. Tranquille, mérité. Donc ça, c'était notre 11 à nous et serait peut-être le 11 de beaucoup de gens aussi. Hein. Oui, c'est tranquille. Ça. Les gens peuvent donner leur 11. Ajoutez des noms, s'il vous plaît, en commentaire ou bien donnez-nous quelques noms qui méritent peut-être pas d'être dans ce 11-là. On va en discuter. C'est tout pour ce vendredi foot. On se retrouve ce week-end pour débriefer quelques matchs. À la prochaine, les amis, et merci de liker, merci de partager. Ciao, ciao.